Les Américains finalement livrent la base militaire entre les mains du gouvernement nigérien. Félicitations. Ça s'acclame ou pas? Je pense que ça s'acclame quand ça se fait dans la paix, sans qu'il y ait corps sur terre, sans qu'il y ait mort d'homme. Ça s'acclame. Ils ont retiré beaucoup de leurs histoires depuis un temps, mais ils ne sont pas tous complètement partis. Il y a encore quelques éléments qui sont sur place, qui partiront d'après eux très bientôt. Mais c'est déjà une très belle direction, on suppose. Les Américains prennent leur clic et leur claque et partent. Ils ont eu plusieurs négociations avec plusieurs pays. Le Ghana faisait partie des négociations. La Zambie a fait partie des négociations, même si les Zambiens ont nié tout ça. Mais ce qu'on sait, c'est qu'ils le font de manière secrète. On ne veut pas dévoiler quel est le prochain move des Américains. Ils vont quitter. Les Américains sont venus au Niger pour former des militaires nigériens pour combattre contre le terrorisme. Un terrorisme qui a commencé juste après la mort de Mohamed Kadhafi. La mort de Mohamed Kadhafi qui a été influencée par les Américains, les Français et le NATO. Il faut le dire. Sarkozy, Clinton et Obama. C'est eux qui ne voulaient plus du président Mohamed Kadhafi car il représentait un danger éminent pour eux. Quel genre de danger? Kadhafi, évidemment, c'était le genre de personne qui voulait une Afrique libre. Une Afrique ayant ses propres composants. Kadhafi pensait et croyait que l'Afrique était capable de s'en sortir sans l'aide de qui que ce soit. Comme le pensait autrefois Thomas Sankara et beaucoup d'autres grands. L'Afrique est riche. Pourquoi l'Afrique apparemment est pauvre? On nous fait croire que nous sommes pauvres. Nous ne sommes pas. Kadhafi avait initié une idée selon laquelle les Africains devraient user de l'or pour faire leurs échanges, au lieu d'un bout de papier qui a été fabriqué. En fait, le bout de papier, là, l'argent a été fabriqué quand? Vous savez? Beaucoup de personnes ne savent pas. L'argent a été fabriqué quand? Quand est-ce que l'argent, un bout de papier? Tout le monde cherche l'argent, n'est-ce pas? Tout le monde veut de l'argent. On veut avoir de l'argent, on veut être riche. Être riche, c'est avoir un bout de papier où il a été imprimé un chiffre. C'est quand que ça a commencé? Évidemment, quand vous naissez dans une condition, dans une situation, généralement, on ne pose pas des questions pour comprendre. Quand est-ce que vous avez commencé à porter une bague de mariage? Vous avez déjà demandé de savoir. Oh, je veux un anneau, je veux une bague. Je veux porter le voile. Qui a commencé l'histoire de voile? Ça a commencé où? Ah, on a fait une vidéo là-dessus. Ça va aider beaucoup de personnes. Il faut chercher ça. Je veux être en voile. Ça voulait dire quoi? Voile. On portait les voiles pour éviter les esprits. Ah, vous ne connaissiez pas cette partie. La bague voulait dire quoi? La bague, c'était pour montrer... Je n'en parlerai pas ici. Il faut aller jeter un coup d'œil. Bref, l'argent aussi a commencé pour certaines raisons. Dans le temps, les gens achetaient avec des métaux, de l'or. Mais il fallait le convertir, puisque se promener avec des métaux et de l'or était devenu dangereux et quelquefois trop lourd, impraticable. Il fallait le convertir à des gens reconnus, des gens respectés. Et ces gens vous donnaient un morceau de papier qui représentait l'or que vous déposiez. C'était la naissance des banques. Bref, continuons notre histoire. Kadhafi voulait la libération des Africains. En voulant la libération des Africains, il voulait que l'Afrique soit à même de progresser. Kadhafi se plaignait du Conseil de sécurité. Il disait comment ça se fait qu'aux Nations Unies, il n'y a que quelques pays qui ont le droit de faire partie du Conseil de sécurité pendant qu'aucun Africain est représenté. Avait-il raison ou tort? Kadhafi disait comment ça se fait qu'apparemment il y a une loi pour vous et une loi pour nous? Ça n'a aucun sens. Avait-il raison ou pas? Alors comme Kadhafi commençait à pousser les pays africains vers une pensée ouverte, il était important de l'éliminer. Parce que la Libye était un pays qui se libérait. En Libye, à l'époque, on ne payait pas des taxes. Pas comme dans des pays chez vous. En Libye, on pouvait partir à l'hôpital, se faire soigner, sans difficulté, sans avoir à payer. Même si on avait des difficultés, on avait besoin d'assistance dans un pays étranger pour une opération, par exemple, le gouvernement libyen se léguait de vous envoyer, de prendre en charge votre voyage. Vous et votre famille, ou vos membres de famille, qui vous accompagneront en Italie ou en Suisse pour vous faire soigner. La Libye donnait des choses, des appartements, par exemple, à un couple jeune marié. Un appartement pour commencer la vie. $5 000 pour prendre soin de votre enfant. En Libye, on donnait la capacité aux fermiers de recevoir de l'aide, de l'entraînement venant d'un teacher, d'un professeur, d'un mentor, gratos. On donnait des équipements à toute personne qui voulait se lancer dans l'agriculture. En Libye, la Libye de Kadhafi, du dictateur Kadhafi, là où s'est érigé le plus grand projet d'irrigation au monde, la Libye était sèche comme pays.
mais il a importé l'eau venant de l'océan dans le pays pour alléger la situation du peuple. Mais bon, évidemment, il était important que l'on montre à tout le monde que cette histoire ne fonctionnait pas. En Libye, c'était pas une démocratie, hein. C'était pas une démocratie. Mais vous pensez vraiment que pour vivre bien dans la vie, il faut simplement vivre dans un système démocratique? Absolument pas. Mais il était essentiel d'éliminer Kadhafi pour pas que le reste de l'Afrique copie le modèle libyen. Et c'est après ça que le terrorisme, en tout cas, si ça existait, était devenu beaucoup plus en flamme. La militaire américaine serait venue pour entraîner les Nigériens pour combattre le terrorisme dans les parages, mais aussi par la même occasion ériger une base militaire à travers laquelle il se permettait d'aller faire des actions de reconnaissance pour voir où se trouvent, d'après eux, les terroristes, où se trouvent, d'après eux, les ennemis des États-Unis. Bon, disons simplement que la meilleure façon de défendre les États-Unis, ce n'est pas aux États-Unis, c'est quelque part en Afrique, ou quelque part dans le monde, ou simplement ils voulaient garder leur présence en Afrique. La raison pour laquelle il était important, après leur investissement de 100 millions de dollars, de rester au Niger. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé est très clair. Le Niger a changé de gouvernement, Bazoum a été balancé dans les poubelles. Le nouveau gouvernement en place voulait une idée complètement différente. On a demandé aux Français, à travers l'ambassadeur, de venir dans une réunion importante. Il faut rappeler ceci. L'ambassadeur a snobé. Il a refusé d'aller voir les militaires en place au Niger. On a ensuite donné 48 heures à l'ambassadeur de quitter le territoire nigérien pour avoir snobé la demande des discussions. C'est là que la France, à travers le Quai d'Orsay, répliquera disant « Nous ne reconnaissons pas votre gouvernement. Nous reconnaissons le gouvernement de Mohamed Bazoum. » Et donc notre politique est simple. On ne reconnaît pas les putschistes. On soutient un président qui n'a pas démissionné, aux côtés duquel nous restons engagés. Et nous soutenons l'action diplomatique, et quand elle le décidera militaire, de la CEDEAO, dans une approche de partenariat, qui est celle que j'ai présentée en février dernier. Ni le paternalisme, ni la faiblesse. Parce que sinon, on n'est plus nulle part. Et quand ils ont dit ça, les Nigériens ont dit, dans ce cas, prenez vos clics et vos claques, taillez-vous. Et les militaires qui sont là, partez. Les Français ne voulaient pas partir au départ. Macron a résisté. Mais heureusement pour la population nigérienne forte, ils se sont tous levés et sont partis marcher en millions dans les rues, imposant ainsi une pression difficile à résister. Les Français sont partis. Et pendant que les Français partaient, les Américains étaient calmes. On ne leur avait pas dérangé. On n'avait pas dérangé les Américains. Jusqu'à ce que le ministre nigérien prenne un avion pour l'Iran, dans un voyage diplomatique, pour discuter, pour échanger, pour coopérer, comme chaque pays le ferait, selon leurs droits élémentaires. Qu'est-ce qui se passait après? Certains diplomates américains se sont permis d'accuser le Niger de vouloir vendre l'uranium à l'Iran. Et vous savez, l'uranium est important pour la création des bombes nucléaires, bombes atomiques. En réalité, est-ce que le Niger partait vendre l'uranium? Absolument pas. Il partait simplement dans un voyage diplomatique, comme chaque pays a le droit de le faire. Mais cette pression, en fait, eux espéraient que les dirigeants nigériens viennent s'excuser rapidement. Non, pas de se justifiant. Non, ce n'est pas pour vendre ça. On est simplement... Mais ils n'ont pas fait ça. Au contraire, on leur a dit, OK, puisque vous pensez vouloir nous dire ce que nous pouvons faire dans notre pays, nous vous demandons de prendre vos clics et vos claques de vous barrer. La présence américaine sur le territoire de la République du Niger est illégale et viole toutes les règles constitutionnelles et démocratiques qui voudraient que le peuple souverain, notamment à travers ses représentants élus, soit consulté pour l'installation d'une armée étrangère sur le territoire national. Le gouvernement du Niger rejette les allégations mensongères de la chef de la délégation américaine consistant à soutenir qu'il aurait signé un accord secret sur l'uranium avec la République islamique d'Iran. Quant à la Fédération de Russie, il s'agit d'un partenaire avec lequel le Niger traite d'État à État. Ils étaient choqués. On a dépêché un groupe de politiciens, de diplomates pour aller discuter avec eux, dans l'objectif de rencontrer le général Tchani. Mais arrivé au Niger, cette audience ne leur a pas été accordée. Pourquoi? Parce qu'en arrivant au Niger, ils ne se sont pas annoncés. Ils sont venus comme ils le désiraient, espérant, bon, après tout c'est un pays africain, nous sommes les États-Unis d'Amérique, qui va nous fermer la porte? Appelez le président, on va parler avec lui. On a dit, oh, OK, pas ici les amis, pas ici. Et c'est à partir de là qu'on leur a demandé de prendre leurs histoires et de partir. Et de manière choquante, c'est la même base dans laquelle on a placé des Russes en remplacement des Américains. C'est-à-dire que les choses ont changé. Le message est sec et brutal. Maintenant, puisque les Français ont été chassés, les Américains ont été chassés ensuite, cette partie du Sahel sera-t-elle en paix? La question se pose. Ça commence déjà au Mali. On a vu la présence des Européens au Mali. Qu'est-ce qui se passera-t-il au Niger?
et bientôt au Burkina Faso. Je pense qu'il est important de rester très alerte, de comprendre que le combat s'est élargi. Autant on veut une liberté, autant il faut se préparer. La guerre ne fait que commencer. Sont-ils vraiment partis, ces Américains du Niger? Ou ils ont laissé des choses parce qu'ils avaient bien dit qu'ils avaient besoin de temps? Ont-ils laissé des choses qu'on ne connaît pas? Point d'interrogation. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.